sans transition, on va passer directement à la table ronde numéro 1, intitulée « Rôle et impact des chercheurs dans la Deep Tech ». Pour cela, je vais inviter sur le plateau Élodie Tramoy, excusez-moi. Élodie Tramoy, Stéphanie Descroix, Nicolas Petit, Gaël Blivet-Belly et Jean-Baptiste Marie. J'espère que je n'ai pas trop écorché vos prénoms. Je vous remercie d'être présents. En effet, j'ai oublié de mentionner de récupérer un petit micro. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous laisse la scène. Vous avez 30 minutes pour nous éclairer sur ce magnifique sujet. Merci. On peut les applaudir encore une fois. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue au Deep Tech Tour co-organisé par BPI et PSL. Donc, l'objectif de cette table ronde est vraiment de parler du rôle et des impacts des chercheurs dans la Deep Tech. Quels sont les différents rôles qu'on peut avoir finalement en tant que chercheur dans une Deep Tech. Et pour aborder ce sujet, nous avons un panel trié sur le volet avec des acteurs très variés qui ont des rôles très différents dans les startups. Alors, rapidement, je vais vous présenter et après, on va attaquer directement, rentrer dans le vif du sujet. Donc, Stéphanie Descroix, toi, tu es directrice de recherche CNRS. Tu es à la tête d'une équipe spécialisée en microfluidique. Tu es aussi directrice adjointe de l'IPGG et tu as cofondé une start-up, Innorevia. Et je crois que j'oublie d'autres casquettes. Tu en as pas mal. Donc, Jean-Baptiste, toi, tu es CIO et cofondateur d'Abelight. Donc, tu nous expliqueras un peu plus tout à l'heure ce que fait Abelight. Gaël, toi, tu es encore étudiant, TESA, et tu as cofondé Minos Biosciences, que nous avons le plaisir d'ailleurs d'incuber aujourd'hui à PCUP dans notre incubateur. Et Nicolas Petit, donc vous êtes professeur et chercheur aux mines, et vous êtes aussi membre de plusieurs boards des startups, et je sais que vous coachez aussi pas mal d'autres startups. Alors pour commencer, Stéphanie, j'ai envie de te poser tout de suite une question, c'est est-ce que faire de la recherche et innover, pour toi, c'est gérable ? J'espère, on dirait que oui. Il me semble que, j'ai eu cette discussion déjà autour d'un café tout à l'heure, il me semble que les philosophies et les esprits ont quand même relativement changé dans les labos aujourd'hui et que faire de la recherche sans aucun doute, faire de la recherche fondamentale sans aucun doute et qu'elle puisse aussi mener à de l'innovation est aujourd'hui quelque chose qui est vu comme plutôt un aspect vertueux et il me semble qu'à la fois à l'échelle de la société mais à l'échelle de nos jeunes et de ce que ça peut ouvrir en termes de possibilités de carrière, ça devient quelque chose qui est effectivement complètement possible et vertueux. Et là, je prends ma casquette IPGG. Le fait qu'à l'IPGG, en l'occurrence, on ait également un incubateur dans les lieux, me semble refléter très bien l'écosystème de PSL et la dynamique de cet écosystème. Donc oui, je pense que ça peut faire très bon ménage. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toutes tes fonctions dans la recherche et ton rôle par rapport à la start-up que tu as cofondée ? Alors, d'abord, je dirige une équipe de recherche à l'Institut Curie. Et Curie est aussi très empreinte de ces questions de valorisation. Donc, j'ai aussi la chance de diriger le comité Tech Transfert de Curie. Et dans Innorevia, ma position, alors pour le coup, elle est modeste. Je suis cofondatrice, donc c'est une technologie qui est issue de notre laboratoire, qui est aussi basée sur des systèmes droplets et d'émulsion pour des applications à la biologie. Mais moi, mon choix a été, alors peut-être pour plein de raisons différentes, parce que j'en suis pas à ce moment-là de ma carrière. Moi, je suis dans un moment où ma carrière scientifique est quelque chose de très important à mes yeux. Et aussi parce que je connais mes limites. Moi, je pense que je suis quelqu'un de scientifique et qui a de l'appétence pour ça. Les aspects business sont pas obligatoirement D'abord, c'est pas mon savoir-faire, c'est pas ma compétence. Donc moi, mon implication dans Innorevia, elle est principalement scientifique, c'est-à-dire que je les accompagne dans leur questionnement scientifique. Bien sûr, j'ai du bon sens et je suis capable de discuter de business avec eux, mais très modestement et surtout à la limite de mes compétences, ce qui me paraît raisonnable. Très bien, merci. Gaël, donc toi, tu es encore thésard, tu as cofondé Minos et tu es aussi salarié de Minos. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que rentrer dans une start-up, ça signifie arrêter la recherche ? Non, je pense pas du tout, voire même au contraire. On a justement créé Minos au début pour accélérer le développement de l'idée qu'on avait.
Donc au début, on était moi doctorant et un doctorant qui était en fin de thèse à travailler sur le projet. Et l'idée était d'accélérer la R&D en levant des fonds et donc en mettant plus de mains dans le projet. Et pour le moment, on est sur les 10 personnes que compte la startup, on est 9 à faire de la R&D. Et donc c'est encore très tourné vers la recherche, avec des collaborations fortes encore. C'est pour ça qu'on a besoin de l'incubation à l'ESPC. On a encore des collaborations fortes avec différents labos dans lesquels on fait une partie de nos manips. Et donc non, au contraire, c'était plutôt vu dans un sens d'accélération que de fin de la recherche. Et du coup, pour toi, quelle est la différence entre faire de la recherche finalement dans un laboratoire et de la recherche dans une start-up ? Donc peut-être la principale différence, c'est qu'on a tous à l'esprit que on cherche à développer une solution qu'on va vouloir commercialiser dans les années qui viennent. Et donc tout ce qu'on essaie de faire n'a pas comme point final juste une publication, mais de construire ça de telle sorte à ce qu'on puisse le mettre dans les mains d'autres personnes, qu'on puisse le commercialiser. Et donc que ce soit pour la partie microfluidique, où on fait des choix de matériaux qui puissent être compatibles avec le passage à une production et à une échelle plus importante, ou sur la partie bioinfo, où il faut que les pipelines d'analyse soient compatibles avec un certain nombre de plateformes et soient utilisables par d'autres personnes qui n'auraient pas des compétences bioinfo telles que les gens qui ont développé ce genre d'outils. Et donc on a vraiment c'est peut-être ça une des différences, c'est qu'on cherche à développer une solution qu'on puisse mettre dans les mains d'autres personnes et à une échelle plus importante que juste celle du labo. Merci Gaël. Nicolas, donc vous êtes dans la recherche et vous êtes très sollicité par vos étudiants, vous êtes aussi aux membres de plusieurs startups. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle dans la recherche et par rapport aux startups que vous pouvez accompagner ? Oui, donc j'ai longtemps dirigé un laboratoire de recherche d'excellence. D'ailleurs, on est assez connecté avec Alice et Bob qui fera une présentation tout à l'heure. Et pendant toutes ces années, j'ai effectivement été contacté par beaucoup d'anciens étudiants que j'ai formés ou d'autres qui sont venus nous rejoindre pour fonder des boîtes. Et donc là, en général, avec des projets très très peu aboutis, mon domaine de compétence, c'est quand ils arrivent avec un post-it, et puis je les suis jusqu'à ce qu'ils gagnent plusieurs millions, quoi. Voilà. Puis après, je sors de ma zone de compétence en général. Voilà. Pourriez-vous peut-être nous citer quelques exemples de startups que vous accompagnez ? Oui, alors Carriole, la société qui fait des remorques de voitures, le terme post-it, on l'a inventé un peu avec le fondateur. Il est vraiment venu dans mon bureau avec un post-it, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Un petit post-it. Voilà, Fieldbox, qui est une société de data science, qui est dans la tour Montparnasse. Voilà, moi j'ai eu les fondateurs comme élèves. Hein, voilà. Quoi d'autre ? Plein. Léanvia, qui vient de se fonder. Métios, là, qui est aujourd'hui à l'incubateur de l'ESPCI. Voilà, plusieurs comme ça. Et du coup, vous les aidez surtout au développement économique ou plutôt au niveau scientifique ? Alors, moi j'ai la chance de faire un domaine scientifique qui est assez critique pour toutes ces applications, hein, donc la théorie du contrôle, donc des algorithmes embarqués, l'intelligence embarquée. Mais ce qui m'intéresse, c'est toute la chaîne. Donc je les aide d'abord à trouver les bonnes priorités. Hein. Quand vous faites un développement d'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire en parallèle, en fait. Et quand on y réfléchit, tout va échouer, tout est un peu difficile et tout est conditionné l'un avec l'autre. Donc même si chaque tâche a une probabilité de défaillance de 10%, ça va jamais marcher, quoi. Donc le rôle, c'est de leur de leur donner un peu de confiance. On l'a déjà fait, ça, c'est pas très compliqué. Le puzzle, il faut le mettre dans tel ordre. Si ça marche pas du premier coup, ça va marcher du deuxième, et ainsi de suite. Et donc on construit ensemble le chemin. Voilà. Donc les mettre en confiance, quoi. C'est ça, je pense, le principal truc. Quand on l'a fait une fois, en fait, on sait le refaire, quoi. D'accord. Merci Nicolas. Jean-Baptiste, donc, toi tu étais dans la recherche académique, tu as cofondé Abelite, tu es devenu CEO. Abelite qui maintenant a bien grandi depuis son départ aussi de l'incubateur. Peux-tu nous en dire peut-être un peu plus sur Abelite ? Oui, bien sûr. Oui, Abelite, on a créé la société en 2016
C'était à la base une idée de Sandrine Lévesque-Faure et d'Emmanuel Faure, qui sont professeurs à Langevin et à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, et qui avait un étudiant en thèse qui s'appelle Nicolas Bourg, qui avait cette volonté de créer une boîte basée sur la technologie qu'il avait développée pendant sa thèse. Moi, je suis arrivé un petit peu par hasard. En fait, j'étais en fin de thèse aussi. Je cherchais quoi faire après le doctorat, comme beaucoup. Je savais que je ne voulais pas continuer dans la recherche, mais l'univers et ce que j'avais appris pendant mes années de thèse m'avait beaucoup plu. Et en fait, on s'est rencontré à une formation sur la création de start-up qui est dispensée par le CNANO Île-de-France. Donc on s'est rencontrés comme ça, et Nicolas m'a parlé de son projet, je comprenais le background, j'avais envie de m'occuper plus de la partie business qui m'intriguait parce que je ne connaissais pas. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que le projet plaisait à des personnes. On est allé voir la SAT, la BPI, un certain nombre de personnes de l'écosystème. On a rencontré pas mal de mentors aussi qui nous ont accompagnés tout au long du parcours. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est presque 35 personnes, là, on sera bientôt 40. On a fait presque 3 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, on vise le double cette année, et on a des perspectives assez ambitieuses pour la suite. On pense même à racheter d'autres boîtes et à se développer en croissance externe. Donc les projets sont assez grands. L'analogie que j'aime bien faire, c'est celle de l'étudiant en Master 2 qui assiste à sa première soutenance de thèse et qui se dit mais jamais j'aurai le niveau de faire ça. Et le jour où on est à la soutenance de thèse, on se rend compte qu'en fait, si, c'est facile parce qu'on a travaillé pendant 3 ans et qu'on a rencontré un certain nombre de portes qu'on a ouvertes petit à petit. On a été un peu seul pendant longtemps, on s'est débrouillé avec les moyens du bord et on a dû répondre à des questions auxquelles personne n'avait la réponse. C'est le principe de la recherche. L'entrepreneuriat, c'est assez similaire en fait. On est un peu tout seul avec un but qui est pas avéré. Personne ne sait si ce but il est atteignable ou pas. Et c'est à nous de construire le chemin pour y arriver. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, et je pense que c'est encore plus vrai dans la deep tech, est assez fondamentalement proche du travail de recherche. Et donc c'est ça que j'aime bien développer au fur et à mesure dans mon équipe et dans l'entourage aujourd'hui. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Et comment tu vois ton rôle de CEO finalement par rapport au début? Vous étiez peu nombreux et maintenant vous êtes déjà 40 personnes. Comment vois-tu, quelle évolution tu peux voir et comment tu... Pour moi, le travail du CEO, en fait, c'est un peu de changer de travail tous les 12-18 mois en fonction du stade d'avancement de la boîte. Donc au début, on est un petit peu l'ambassadeur, après on va être le directeur commercial, ensuite le responsable marketing. Et à chaque fois, il faut être capable de passer la main à quelqu'un qui est meilleur que soi, une fois qu'on a défriché un peu le terrain, pour pouvoir se concentrer à un autre job. Et pour moi, le rôle du CEO, c'est un peu ça, c'est d'évoluer en même temps que la société, en fonction des besoins de la société, et de savoir quand passer le relais sur des sujets qui sont devenus plus complexes et trop compliqués à gérer. Donc il y a une phase de leadership qui est super important. Moi, je me considère un peu plus comme le Sherpa, celui qui va accompagner et emmener les autres, et les guider, les aider à évoluer et évoluer avec. Voilà, c'est chacun sa vision du job, mais voilà, il n'y a pas de réponse unique, encore une fois. Parfait. Stéphanie, comment finalement, en tant que chercheuse, tu arrives à arbitrer entre les enjeux économiques que peuvent avoir la start-up et les enjeux scientifiques? Ok, je reviens sur ta question d'avant, parce qu'en les écoutant, il y a quand même un truc que je trouve hyper enthousiasmant, c'est que quand on est à l'échelle du labo, ce qui est génial, c'est de voir ça, je le dis pour Innorevia aussi, mais quand on est dans un labo et qu'on développe un système et qu'on y croit, et d'un coup, quelqu'un d'autre s'en empare et en fait un produit qui va... Voilà, il y a vraiment l'aspect transfert, c'est-à-dire que vous faites de nos idées des réalités qui vont être utiles à d'autres, vous créez du job, ça c'est quand même aussi hyper satisfaisant, mais au-delà de ça, vous allez faire exister les choses à une échelle qui est complètement différente de la nôtre. Et sur le côté chercheur, je trouve que c'est
hyper enthousiasmant et satisfaisant. Donc voilà, ça c'était juste pour revenir sur la première question. Sur comment faire cohabiter la recherche qui continue dans les labos, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, les labos dont vous êtes originaire continuent à avancer sur ces questions-là. Mais je crois qu'il y a quand même des questions de confiance, c'est-à-dire que quand on se connaît bien, d'abord on interagit, faut pas oublier que les startups qui se montent sont aussi des startups qui continuent à financer, à faire des collaborations avec les labos, donc il y a aussi des cercles vertueux à l'échelle du laboratoire. Et au-delà de ça, on se nourrit les uns les autres, c'est-à-dire que pour moi, en tout cas pour nous, la startup avance beaucoup plus rapidement que nous sur les aspects technologiques. Et nous, bien sûr, on va aller un peu plus vite sur des aspects fondamentaux et il y a des limites qui doivent être claires. Je pense que par contre, il faut que les limites soient claires entre ce qui est de l'ordre de la start-up, ce qui est de l'ordre du laboratoire, pour que les étudiants ne soient pas perdus et se disent « mais attends, je bosse pour qui là je suis dans ton labo, mais je bosse pour la start-up ou je bosse pour le labo ?» Ça, je pense qu'il y a des lignes qu'il faut quand même clairement marquer. Néanmoins, on se nourrit, on discute, on réfléchit, on fait attention, il y a des questions de pays, voilà, je pense qu'il y a tout un cadre à mettre autour de ça, mais il me semble que c'est assez synergique et qu'eux nous apportent autant que nous leur apportons en termes d'idées et de technologie. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, les startups deep tech, ce qui fait vraiment leur force au départ, c'est cette proximité entre les laboratoires et donc la startup qui se développe. Et vous, Nicolas, j'ai envie de vous poser la même question. Oui, alors je vais dire la même chose, mais quand même, c'est pas facile. Enfin, c'est pas évident. Le positionnement, il est aussi dans la tête des chercheurs. Qu'est-ce qu'ils font vraiment, quoi? Est-ce que le lundi matin, ils sont entrepreneurs, le lundi après-midi, chercheurs, où va la valeur? C'est des vraies questions. Et effectivement, il faut des limites claires, mais il faut qu'elles s'ajustent en permanence, en fait. La vie de la boîte, c'est pas de rester de la taille d'une petite équipe de recherche, c'est de devenir 50 fois plus gros, et ça, faut l'accepter. Voilà. Donc c'est un peu comme un problème éducatif. À un moment, il faut laisser grandir les enfants, et puis ils deviennent plus grands, et puis voilà, quoi. Il faut passer toutes ces étapes. Mais c'est très valorisant, ouais. Mais moi, une de mes grandes satisfactions, c'est qu'ils n'aient pas beaucoup besoin de moi. La réalité, c'est ça. C'est comme vos enfants. À un moment, vous dites s'ils sont capables de faire les choses seuls, c'est qu'ils ont franchi le cap, et c'est parfait. Ils prennent leur indépendance, tout à fait. Et toi, donc Gaël, en tant que cofondateur d'une start-up, comment tu vois cette différenciation en jeu économique et scientifique? Justement, alors j'ai pas votre expérience, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'il y a des sujets et des thématiques sur lesquelles les labos vont être très bons, qui vont pas être dans les mêmes timelines et dans les mêmes modes de financement que ceux de la start-up. Et donc je pense que là-dessus, il y a aussi une complémentarité très forte et chacun a sa place. Nous, il y a des sujets sur lesquels on essaie d'avancer très vite parce qu'on veut sortir un produit, et d'autres sujets dont on a conscience qui sont importants pour des produits à venir, et sur lesquels on a par exemple un ANR avec plusieurs labos, parce que les temps sont plus longs, les modes de financement sont différents. C'est des choses qui sont trop amont pour être financées par des fonds d'investissement, mais qui peuvent être financées au travers de projets collaboratifs entre une start-up et un labo. Et donc il y a des choses qui sont dans lesquelles les labos académiques seront meilleurs, et d'autres où la start-up sera meilleure. Et il y a vraiment, je pense, une complémentarité qui peut bien fonctionner. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, c'est très juste. Les labos sont là pour le temps long, en fait. Voilà, la compétence scientifique qui durera pendant des siècles, elle est dans les labos. Voilà, c'est vrai, il ne faut pas oublier ça. La start-up, c'est autre chose. Très positif aussi. Oui. Et justement, est-ce que c'est vraiment une start-up pour vous de faire de la recherche? On parle souvent de R&D. Donc peut-être Jean-Baptiste, je peux te laisser répondre à cette question. Est-ce qu'une start-up ne fait pas plutôt du développement? Comment tu vois les choses? La start-up, elle a besoin de faire les deux, en fait. Il y a des phases, de pure recherche. Nous, on a financé 3 thèses CIFRE depuis la création de la société. On a toujours pas mal de collaborations, d'ANR, etc. Ça, je vais dire, c'est plus pour le long terme, où on est obligé la deep tech évolue très vite, les technologies évoluent vite,
Et on sait que l'avantage concurrentiel qu'on construit avec les technos qui sont les nôtres au départ va pas durer éternellement. Donc, et c'est naturel. On voit aussi des startups aux États-Unis qui vont lever 75 millions de dollars pour faire la même chose que vous. Bah, pour ma part, c'est une réalité. La vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir se mesurer à ce type de financement et ce type d'accélération sur le long terme, juste avec une idée, un savoir et une technologie propre? La réponse, elle est évidemment non. Donc il faut parier aussi sur le futur. Il faut être capable d'anticiper tout ça. Donc ça nécessite de la recherche et de l'innovation bien en amont. Et puis il y a le développement au quotidien de son innovation. Voilà. Et ça, c'est plus la partie D. Donc c'est surtout c'est là où doit être dépensé le maximum de l'argent, clairement, parce que c'est ça qui nous rapproche du produit qu'on va commercialiser, des clients, et qui nous fait une place sur le marché. Donc c'est forcément important, mais il ne faut pas négliger la recherche non plus. Donc c'est vraiment super important. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit précédemment. En fait, c'est le labo, la place du labo et de l'environnement, de PSL, etc. est super important dans tout ça. Et c'est une discussion presque quotidienne, ou en tout cas hebdomadaire, qu'on doit avoir avec les équipes de recherche. Nous, Nicolas et Sandrine, ils se parlent tous les jours, si ce n'est, enfin ouais, quasiment tous les jours, parce qu'on a toujours plein d'idées. Il y a vraiment les deux se nourrissent de cette interaction. Et nous, on a vraiment à cœur à la fois d'aider la recherche de notre labo et de nos fondateurs scientifiques. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté, de prendre un peu de recul, retourner sur des activités qui nous passionnent et de penser vraiment au fondamental, c'est super important. Très bien. D'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, que chez Abelite, vous avez divisé un peu en deux la société, non? Une partie vraiment plutôt pour l'accès au marché, l'autre partie plutôt recherche, c'est ça? On a une équipe R&D, oui, qui fait du développement, et on est en train de créer une activité maintenant sur un temps plus long de diagnostic. Donc en fait, on a développé des microscopes pour des laboratoires de recherche, donc c'est pour de l'imagerie simple. Et on est en train de développer une nouvelle équipe qui va utiliser ces technologies-là pour faire pour une nouvelle application dans le domaine du diagnostic. Donc ça, c'est une activité sur le temps long, pour le coup, que la plupart des startups ne financent pas à notre taille, parce que c'est un investissement important sur un résultat qui est pas pour tout de suite. Donc c'est un pari qui peut être coûteux pour la société, mais qui dans certains cas, s'envisage, et c'est le cas pour nous. Donc ouais, on essaye de rester vraiment sur les trois niveaux, sur la commercialisation qui est le cœur d'Abelite. On a vendu nos premiers produits l'année 1. On a fait 150 000 € de chiffre d'affaires la première année. Et donc ça, c'est vraiment une marque forte chez nous, d'être au cœur de l'écosystème, au cœur proche des clients, des chercheurs, parce qu'on vend nos machines principalement à la recherche aussi. Donc il y a un cercle comme ça. Le client, le développement technologique et les produits, et puis la recherche en amont sur le temps long. Merci. D'ailleurs, vous vendez surtout à la recherche. Gaël, chez Minos, comment vous voyez, alors pour l'instant vous êtes encore dans le développement, mais comment vous voyez l'accès au marché? Est-ce que vous allez viser d'abord le marché de la recherche? Quelles sont un peu les perspectives par rapport à ça? Oui, nous, complètement. Et c'est vrai que ça renforce encore plus le lien qu'on doit avoir avec les chercheurs, qui seront en fait aussi nos premiers clients et nos premiers early adopters, testeurs de notre produit. Donc pour nous, c'est aussi pour les futures ventes important de rester en lien fort avec les labos de recherche, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les startups. Mais donc oui, nous, notre positionnement, c'est de fournir un instrument d'analyse biologique pour les chercheurs dans un premier temps, et que cette collaboration nous permette en fait de montrer dans quelle mesure notre solution apporte des informations supplémentaires, permettre de comprendre des mécanismes cellulaires qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Donc peut-être pour juste synthétiser en quelques secondes, nous, notre positionnement, c'est d'analyser à l'échelle de la cellule unique, de rassembler les informations à la fois de microscopie, de comportement ou des cellules, avec l'information du séquençage de son matériel génétique. Et donc aujourd'hui, c'est deux types d'informations qui sont
découplées. Et donc notre conviction, c'est que c'est des informations complémentaires et que de les avoir à l'échelle de la cellule unique va nous permettre de mieux comprendre des mécanismes d'évolution de tumeurs, par exemple. Et donc, dans un premier temps, nos premiers clients seront la recherche fondamentale des chercheurs et qui vont démontrer avec nous que cette solution leur permet d'obtenir de l'information qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et après, dans un deuxième temps, on espère pouvoir se diriger vers la recherche clinique et éventuellement du diagnostic. Très intéressant. Un autre sujet, donc Nicolas, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes très sollicité. Comment finalement vous faites le choix des startups que vous souhaitez accompagner et comment vous gérez un peu le temps, la répartition du temps entre votre partie recherche et plus accompagnement de startups? Qu'est-ce qu'un bon post-it et un mauvais post-it? Ouais, alors, j'ai un taux de succès incroyable. Tous les post-it qui viennent autour de moi marchent, donc je suis très content de ça. Bon, c'est très plaisant. Hein. Je pense que c'est évidemment la qualité des personnes et tout de suite on voit le projet et puis on a envie d'aider. Hein. On rend la justice hein, comme ça, oui, non. Voilà, parfois on se trompe, pas souvent d'ailleurs, mais bon, voilà. Et puis on travaille beaucoup. Et puis il se trouve que quand on travaille beaucoup, toute cette activité, on voit mieux les choses. Tout marche en fait. On fait des analogies entre ça et ça, un projet qui est un petit peu plus en avance par rapport à un autre. Voilà, et ça nourrit sur les questions de recherche beaucoup plus fondamentales. En fait, c'est assez productif de travailler beaucoup. En fait. Bonne remarque, tout à fait. Merci Nicolas. Et toi Stéphanie, comment tu gères du coup ton temps entre la recherche et l'accompagnement des startups? J'ai pas de post-it, moi. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité. La microfluidique est vraiment une technologie qui émerge fortement en deep tech, donc il y a beaucoup de sollicitations. Je crois que j'en refuse pas beaucoup. Peut-être je travaille beaucoup aussi, mais c'est peut-être. Oh, bon, ok. Alors je crois que c'est moche ce que je veux dire, mais c'est peut-être personne dépendant. Donc pour ceux à qui j'ai refusé, je suis désolée. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quand même plus enthousiasmants, qui arrivent avec des projets, des envies. Une structuration intellectuelle qui fait qu'on a envie de les suivre. Mais honnêtement, c'est quand même la grande majorité des cas. Et je trouve que ça vaut le coup, pour tout ce qu'on a dit avant, de prendre du temps pour ça, pour accompagner les jeunes. Parfois, l'enthousiasme a des limites et parfois, trop de naïveté peut faire mal aussi. Donc, moi, je ne suis que sur l'aspect scientifique et des fois, je leur dis « Ah ouais, non, mais ça va pas être possible. » Et c'est bien parce que là-dessus, on peut reconstruire. Et c'est vrai que c'est quand même souvent des jeunes qui sont pas obligatoirement issus de nos labos, mais dans notre environnement proche. Et c'est quand même... honnêtement, je pense que c'est même une forme de responsabilité que de les accompagner. Pour moi, c'est un plaisir intellectuel, et puis il y a une forme de satisfaction de voir les choses avancer. Mais je pense que si comme université, on forme des jeunes et que ces jeunes ont envie de passer le pas vers l'entrepreneuriat, je pense que collectivement, en termes de communauté scientifique, on a une forme de responsabilité à les accompagner là-dedans. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps. En tout cas, c'est super, je trouve, ce que vous faites. Et quand on voit les belles startups que ça peut donner derrière, avec de la création de valeur, de la création d'emplois, c'est vraiment très chouette. Il nous reste quelques minutes, il me semble. Je me demandais si c'était que des jeunes, parce que le mot jeune revient souvent. Qui viennent me voir, alors je ne sais pas jusqu'où on met jeunes, mais ce n'est pas que des jeunes, non. C'est pas que des jeunes. Alors j'ai une dernière question. Comment? Beaucoup? Peut-être une dernière question pour conclure la table ronde avant de passer aux questions. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune chercheur qui a envie de se lancer, quel serait-il? Stéphanie, je te laisse. D'accord. Alors Jean-Baptiste peut-être. Moi, sans hésitation, si l'envie est déjà un peu là, pour moi, il faut l'essayer, il faut vivre, il faut tenter le truc. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à perdre à tester, tenter l'aventure, surtout en sortie de thèse ou en postdoc, on est sur des phases où on a l'habitude de cycles un peu courts, donc tenter l'aventure sur 1 an, 2 ans. En réalité, il y a des financements qui permettent de se payer dès le début. La start-up Deep Tech qui commence dans le garage où les gens ne se payent pas pendant 2 ans, c'est pas forcément vrai. Moi, ça n'a pas été notre cas.
Donc voilà, et très rapidement, en fait, toutes les compétences qu'on apprend, tout l'environnement qu'on côtoie, les challenges qu'on reçoit aussi, sont très très formateurs. Donc c'est uniquement de l'enrichissement. Et puis après, il y en a qui vont retourner dans la recherche avec ce petit bagage supplémentaire. Il y en a qui vont continuer. Et puis enfin, voilà, je pense que c'est vraiment très très formateur. Il faut pas hésiter. Après, il y a énormément de remises en question et un gros travail sur soi à faire qui est pas souvent raconté, mais qui est très important. Je pense que une des clés de succès, c'est d'être capable de se remettre en question et d'accepter le challenge. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend durement au début. Et ça fait partie des choses qui sont un peu dures. Il y en a beaucoup qui sont dures. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est quand même une aventure qui secoue, mais qui est. J'avais déjà plus de cheveux avant de commencer la start-up. Mais c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, discuter avec des gens. Le premier conseil, c'est ça, c'est d'aller voir des gens comme moi aussi, et d'autres qui ont franchi le pas. Je passe beaucoup de temps, dès qu'on me sollicite, à discuter et à raconter ma petite expérience. Il faut rien prendre pour acquis, mais écouter un peu tout le monde. Et ensuite, on fait son panel et ses idées en fonction de ce qui nous plaît, quoi. Donc non, vraiment, c'est top. Et être le fondateur de la boîte, c'est aussi la chance de pouvoir créer quelque chose à son image en fonction de ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins bien. Et voilà, les missions qu'on aime moins bien et où on n'est pas bon, il faut juste recruter des gens et trouver des associés qui savent faire ça mieux que soi. Donc c'est aussi une liberté qui est assez exaltante dans ce sens-là, où on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas tous les jobs qui permettent ça, quoi. La partie recrutement, qui n'est pas la plus facile, est vraiment primordiale dans l'évolution des startups. Clairement. Et pour le coup, moi, le premier entretien d'embauche que j'ai passé dans ma vie, j'étais déjà le recruteur. C'est-à-dire que j'ai jamais eu cette expérience-là, mais enfin voilà, comme tout, ça s'apprend et ça se fait naturellement. Dans tout ce que tu dis, il y a plein de points importants et indispensables. Et c'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir un écosystème très riche au niveau de la recherche et puis aussi beaucoup d'aide et d'accompagnement de la part de BPI et de l'Île-de-France. Donc c'est vrai que là-dessus, pour se lancer, comme tu dis, finalement, si on a envie, je pense qu'il faut y aller. Et un mot super important, c'est la bienveillance de cet écosystème que je trouve assez magique à tous les niveaux. Tous les entrepreneurs, même des chefs d'entreprise. Nous, on est allé voir très vite Michel Mariton, qui était le CEO de Oriba Jobin-Yvon à l'époque, qui nous a tout de suite offert un dîner pour discuter du projet, quoi. On n'avait même pas créé la boîte et c'était encore une idée. Et ça, c'est vraiment super important de garder ça en tête et de ne pas avoir peur en fait, de se lancer parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient penser ou quoi. Non, les gens sont très réceptifs aux idées, ils sont contents de partager leurs idées aussi. Et ça, il ne faut surtout pas s'en priver. Tout à fait, merci Jean-Baptiste. Gaël, je te laisse continuer sur cette question. Un conseil à donner aux chercheurs qui souhaitent se lancer? Effectivement, l'écosystème est absolument clé. Le fait de pouvoir échanger avec des gens comme Jean-Baptiste, comme Julien chez Innorevia, en fait, ça c'est pas monétaire, mais ça a énormément de valeur. Et donc, je pense que le premier conseil, c'est de se lancer dans un environnement qui est vertueux, comme celui, par exemple, de l'ESPCI. Et donc ça, c'est clé. Et puis après, il faut mettre un pied devant l'autre, avancer. Simon m'avait dit au début qu'on allait être aujourd'hui, avant la fin de ma thèse, 10 personnes dans la start-up. Je leur ai dit non, on n'y arrivera pas. Mais en mettant un pied après l'autre, on peut y arriver. Et puis donc, le challenge d'il y a un an n'est pas le même challenge qu'aujourd'hui. Donc c'est ce que tu disais, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir le projet évoluer, résoudre des problèmes petit à petit, et puis se diriger vers, on n'y est pas encore, mais un produit qui puisse apporter de la valeur à des gens. Et en tout cas, moi, quand je me suis lancé, c'était vraiment je suis venu à l'ESPCI faire une thèse, donc rapidement, j'ai fait une formation orientée vers l'ESPCI, vers la recherche, un master d'entrepreneuriat, et à la fin, je me suis dit, quel meilleur moyen pour arriver dans une start-up au début,
en tout cas dans les biotech. Et donc ce qui m'avait paru le plus logique, c'était de commencer par un doctorat sur un sujet dans un environnement qui était propice à la création de start-up. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'ESPCI chez Andrew Griffith, parce qu'il avait un track record de start-up et je sais qu'il y avait un environnement propice qui était présent. Et donc voilà, je pense que ça c'est effectivement clé. Nicolas ? J'ai eu le temps de réfléchir. Donc, il faut de la lucidité. Je pense que pour se lancer, il faut être conscient de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire, et pas essayer de se convaincre qu'on a trouvé les bonnes personnes tout de suite et que ça va marcher. Donc, il faut se poser des questions très concrètes. Qui est le gourou génial dans l'équipe ? Qui est le commercial de feu? Qui est celui qui comprend techniquement la techno? Qui va gérer les ressources humaines? Et qui va être le directeur financier? Assez vite. Pas la peine de perdre de temps à mettre les mauvaises personnes aux mauvaises clés. Et évidemment, à titre individuel, on n'a jamais tout ça. Voilà. Donc il ne faut pas essayer de transformer la réalité, quoi. Voilà. Lucidité. On en revient toujours à l'équipe qui est vraiment primordiale au sein des startups. Stéphanie ? Maintenant, j'ai le temps. J'ai le temps de réfléchir. Je pense que j'aime beaucoup l'idée de la lucidité parce qu'à la fois, un jeune docteur ou j'imagine un chercheur, c'est pareil. Je pense que le doctorat est vraiment une formation incroyable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échecs. C'est un peu comme dans les startups. On doit résoudre des problèmes tout le temps. On doit aller chercher des collaborations et on est souvent seul. Voilà. Donc on est, pour tous ces aspects-là, il me semble-t-il, assez bien formé pour l'entrepreneuriat. Il faut aussi être un peu fou et croire à ce qu'on fait. Donc de nouveau, je pense que ça matche bien. Et par contre, il y a la lucidité. C'est-à-dire qu'on engage aussi plus de gens quand on monte une boîte. Et je pense que ça revient un peu à ce que je vous disais au début, en l'occurrence, parce que moi, je m'applique à moi. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas faire. Moi, j'adore ce que tu dis, Jean-Baptiste, sur le côté « mon métier a changé et je délègue et je sais faire confiance à d'autres qui savent faire mieux que moi ». Je pense que c'est à la fois une force de croire en soi de façon assez absolue, parce que je pense que c'est comme ça qu'on déplace plein de montagnes, mais je pense qu'il faut garder un petit coin de sa tête où on dit non mais attends, ça en vrai je sais pas faire, il faut que quelqu'un d'autre m'aide pour le faire. Et ça va aussi avec l'idée du mentoring et de bénéficier et de tirer parti de cet environnement incroyable. Donc moi je dis aux jeunes, allez-y fortement, parce que vous êtes brillants, vous êtes bons, vous êtes bien formés, mais n'oubliez pas vos limites si vous voulez vraiment pouvoir aller plus loin. Souvent, les limites se rappellent à toi aussi. Un peu violemment, justement, pour éviter qu'elles arrivent trop vite. Non, savoir reconnaître ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et la complémentarité dans l'équipe, bien sûr. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions ou pas du tout? D'accord. Bon. Je pense que merci à vous tous d'avoir répondu positivement pour venir intervenir. Si vous avez des questions, je pense que vous pourrez leur poser pendant la pause déjeuner. Merci beaucoup et merci encore aux mines et à BPI de nous accueillir.